Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter du test de compression en cycle. Le but de cette expérience va être de savoir si le moteur est en bonne santé, en mauvaise santé, est-ce qu'il y a des choses à prévoir type segmentation. Donc ça va être l'objectif de la mission. Donc on va pas polémiquer plus longtemps, on va attaquer tout de suite. On va commencer par enlever le câble de tension qui se relie entre la bobine et la tête de Delco pour empêcher le moteur de démarrer. Retirer les 4 bougies du moteur et brancher le compressomètre qu'on verra par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple là le moteur est chaud. Un test de compression s'effectue toujours moteur chaud. Moteur froid, ça peut varier. Là pareil, l'admission est démontée, c'est pas fait exprès. Normalement il n'y a pas besoin, honnêtement on démonte juste les bougies, c'est bon. C'est juste que pour que vous puissiez avoir un meilleur visuel, comprendre un peu plus ce que je fais. Donc nous voilà dans le garage aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on va se pencher sur le taux de compression. Il nous faut 3 trucs pour faire le taux de compression. Donc déjà démonter les bougies, comme expliqué précédemment. Il nous faut ensuite savoir combien de pression on devrait avoir dans nos cylindres. Parce qu'en effet, si on prend les mesures et qu'on se dit oh, on a 6 partout, c'est parfait, bah 6 c'est pas bon. Alors il va vous falloir une Bible, ou une RTA si vous préférez, selon les termes que vous lui donnez. Voici une Bible. Et le fameux compressiomètre. Alors le compressiomètre, ça se compose de quoi? La notice, on s'en fiche. Et les différents accessoires que vous avez dessus. Alors on le voit très bien, ici on a le manomètre, la durite qui est en plus déjà préparée avec l'embout, et cet embout en fait se visse à la place de votre bougie. Alors comme je le disais, ça se fait moteur chaud, donc on va attendre le moteur chaud, on fait tourner le moteur jusqu'au déclenchement de 1 ou 2 fois du ventilateur. On va couper le moteur, démonter les 4 bougies, brancher ça dans un puits de bougies, puis on va tous les faire un par un, se mettre du côté du démarreur, démarrer et accélérer pied au plancher. Pourquoi pied au plancher? Parce que votre moteur au ralenti il reçoit moins d'air qu'à plein régime. Et nous ce qu'on souhaite c'est savoir le taux d'air maximum qu'on a dans le moteur pour que ça compresse au maximum. C'est comme si vous prenez une seringue. Vous mettez rien au bout, vous appuyez, ça va être mou. Vous mettez votre doigt, ça va être dur. Et c'est ça qu'on cherche à voir, c'est qu'on ait le plus d'air possible, mais qu'elle ne sorte pas. Elle ne va pas sortir parce que le moteur, lui, avec ses soupapes, va les fermer. Le but escompté, c'est de savoir, en l'occurrence, par exemple, si on a 9, 5 partout, ce qui est préconisé par le constructeur, on sait que notre moteur est en bonne santé. On sait que par rapport à l'usure du moteur 440 000 km, on sait qu'on est proche d'un bon état moteur. Par contre, si on commence à avoir 6 partout et un cylindre qui donne 2, ouais, c'est rare, hein, 2, très rare. Si on a ça, on commence à se poser des questions, pourquoi lui est moins étanche que les autres? Après, pareil, il y a différentes possibilités. On peut glisser de l'huile dans le puits de bougie, refaire le test de compression sur le cylindre défectueux. Si le taux de pression augmente, c'est donc qu'on a une perdition de compression au niveau de la segmentation. Par contre, si cela ne change rien, on peut avoir une perdition au niveau du joint de culasse, au niveau des soupapes, plein de possibilités. Alors je précise, pour faire un test de compression qui soit le moins erroné possible, il faut obligatoirement que tous les éléments annexes soient en bon état. Par exemple, allumage, là on n'en a pas besoin, moi c'est fait. Bougie, câble neuf, tête de Delco neuf. Carburation, donc on va faire en sorte que le carburateur il soit bien lisse à l'intérieur, le nettoyer, tout ça, pour que l'air coulisse bien. Pareil, jeu aux soupapes. Parce qu'un jeu aux soupapes incorrect, bah, si votre soupape elle reste ouverte, oh j'ai plus de compression sur le cylindre 1, allez on déculasse. Ah bah non, au final tu viens de déculasser pour rien. D'accord? Et bah écoutez, maintenant que vous savez à peu près toute la base, on va pouvoir s'attaquer maintenant directement au test de compression. Donc là j'ai déposé tout ce qu'il fallait. Et on va attaquer ça tout de suite. Allez. Donc voilà, le compressiomètre est branché. Posez-le assez loin de la courroie. Ben, moi je le pose là parce que mon support caméra se trouve au niveau du support d'amortisseur. Et branchez-le directement sur un puits de bougie. Donc je vais vous caler la caméra en espérant qu'elle ne se barre pas. Et je vais aller faire mes essais. Donc là ce que je vais faire, je vais aller mettre une action démarreur et l'action démarreur pied au plancher pour faire circuler le maximum de flux d'air dans le moteur. Et vous allez voir, normalement, l'aiguille du manomètre devrait se mettre à bouger. Alors, la réponse à tous les mystères, bah, c'est plus que très bien. Je suis à 11,5. 11,5. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour un moteur de cet âge-là. Donc, j'avais vérifié, j'avais dit une petite bêtise. Normalement, comment ça s'appelle? J'avais dit 9,5.
Alors que le taux de compression, j'ai pris sur un 1,1 dans ma Bible, alors que c'est un 1,3, un 1,3 double corps, et que c'est tout simplement 12. Donc 11,5 sur un moteur de compression de 12, on est relativement pas mal. Donc maintenant que vous avez compris le principe, je vais l'effectuer sur tous les autres cylindres, et je vous donnerai le rendu final à la fin. Donc le bilan des tests de compression est plutôt positif, je suis vraiment content, franchement, venant de ce moteur j'étais même surpris. J'ai 12 bars quasiment dans tous les cylindres, dont même un, le premier qui est côté distribution, qui suit normalement le plus, pourquoi je ne sais jamais. Sur tous les moteurs, généralement vous avez toujours un cylindre qui donne moi, c'est toujours celui côté distribution, ou côté volant moteur selon le premier cylindre des moteurs. Et là en l'occurrence, le premier cylindre donne 12,5. Parfait, que demander de mieux. Franchement là, je suis pas déçu du tout. Donc là, je vais pouvoir remonter tout ce qui est allumage, démonter mon carburateur. Parce qu'il me reste un souci à régler sur cette voiture, c'est en fait, elle tournait très bien, mais le carbu était voilé. Donc j'ai dévoilé le carbu moi-même, avec une règle, tout ça. DGP le second corps, tout ça. Le problème, c'est que j'ai fait ma pochette de joint en même temps. J'ai remonté le carbu, et la voiture se noie au ralenti. Alors c'est pas une prise d'air. Je vais même retourner voir mes copains du vieux forum Super 5. Et là, aussitôt, ils m'ont tous dit « Oh, le carbu, il est mort, t'as trouvé la réponse tout seul, il est voilé, il est capoute. » Je me dis « Ça me paraît bizarre quand même. » Pour moi, le carbu est redevenu étanche. Donc, je fais un test avec un petit pinceau imbibé d'essence, le long du carburateur, l'extincteur à côté, bien sûr. Et je me rends compte qu'au final, c'est pas une prise d'air. Bah, je me dis « Bah merde. » Donc, je redémonte la boîte à air, je démarre le moteur, et je vais regarder au niveau du carbu. Et la pompe de reprise envoie de l'essence au ralenti, ce qui est improbable. Parce que comme son nom l'indique, pompe de reprise. Donc elle devrait envoyer de l'essence sur les phases d'accélération ou de reprise à vitesse constante, mais pas au ralenti. Et le problème, c'est qu'elle envoie un fléau d'essence. Encore, alors ça aurait été une deux gouttes, ça passerait dans le mélange, on ne le ferait pas. Mais là, ça envoie un fléau, je pense que je remplis le verre en 2 minutes, quoi. Donc ce que je vais refaire, je vais redémonter mon carbu, puis la prochaine vidéo, ça va être justement, on va traiter de ce problème-là, essayer de comprendre pourquoi la pompe de reprise envoie du carburant. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais pas monté une pièce à l'envers dans le carburateur? L'erreur est humaine, ça peut arriver au meilleur d'entre nous. Donc tout est possible. Bon, comme vous le voyez, la Golf 2, elle est toujours au chaud. Donc j'ai démonté le liquide de refroidissement. Je lui refais une vidange complète, sachant qu'il était neuf. Parce que tout simplement, j'avais une fuite au niveau d'une des durites. Et si vous voulez, c'était la petite durite qui se trouve ici, qui se fixe entre la durite rigide et la pompe à eau. Et cette durite-là fuyait, elle était craquelée au milieu, mais un tout petit trou. Et en fait, ça faisait une petite pellicule qui sortait rose, donc le liquide Volkswagen, et qui séchait, qui faisait un peu comme des cristaux de méthamphétamine, mais rose. Bonjour à Heisenberg. Donc je vais me pencher là-dessus cette semaine. Le but, c'est que on croise les doigts et qu'on espère que pour fin de semaine prochaine, elle sera tournante. Alors pareil, côté intérieur, là, j'ai pas fini la vidéo sur la peinture, je devais la faire avant celle-là, mais je la ferai après. Parce que tout simplement, je vais peindre l'intérieur couleur carrosserie très vite cette semaine. Donc mercredi, ce sera sûrement fait. Et vendredi, j'espère pouvoir commencer le rhabillage des moquettes. Donc je vais vous faire un petit aperçu très rapide de l'intérieur en attendant. Donc vous allez voir ça avec moi. Donc, comme vous voyez, on a protégé tout ce qu'on n'a pas en noir. Et on a les montants qui sont toujours en couleur gris d'après anti-rouille que j'ai mis. Qu'on va repeindre couleur carrosserie, puisque ce seront les éléments les plus visibles. Donc on va peindre d'abord ces éléments-là en couleur carrosserie. Donc pareil aussi, il me restera le réglage de tringlerie à faire. Parce que j'ai un petit souci de tringlerie. Si vous voulez, quand on l'a acheté, il y avait carrément plus de cylindre bloc sur la tringlerie, tout ça, c'est complètement capoute. Et j'ai donc changé tous les caoutchoucs. J'ai essayé de régler la tringlerie sur les marquages des anciens repères, alors que j'avais l'outil extrait pour le régler, chose que j'aurais jamais dû faire. Et il s'avère que toutes les vitesses passent bien, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Par contre, c'est une voiture allemande, donc on va de l'avant, on va pas de l'arrière. La marche arrière, elle est loin comme pas possible. Et quand je l'engage, je commence à débrayer, paf, elle saute. Donc c'est vraiment juste un réglage de tringlerie et puis ce sera réglé. Parce qu'avant je pouvais la passer, mais le problème c'est qu'avant j'avais même pas la sécurité pour empêcher le passage de la marche arrière. Donc tu pouvais passer la marche arrière au lieu de passer la première. Donc voilà. Donc je vous tiens au courant assez vite et puis comme d'habitude un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Facebook sur la page Classique Car
ce que vous pensez de ces formats-là de vidéos, ce qu'il faudrait améliorer. Bon, moi j'essaie de les écouter, je me rends compte que le son est quand même pas très terrible. Et c'est vrai que le son, ça va devenir une de mes priorités assez vite après Noël. Ça va être de se procurer un dictaphone ou un microphone de qualité supérieure. Voilà. Bah écoutez, merci à vous, puis bonne soirée, bon week-end, et puis bonne fête de fin d'année.